Samedi 29 août dernier, jour de Shabbat à Jérusalem. Plusieurs centaines de juifs ultra-orthodoxes manifestent en centre-ville. La raison de leur colère, l'ouverture d'un parking municipal malgré l'interdit religieux. Le repos est obligatoire, on ne doit pas travailler ni conduire pendant Shabbat. La ville est sainte, pas question de transgresser les commandements de Dieu. Pour les plus radicaux, la télévision est interdite, elle aussi. En marge, quelques contre-manifestants, drapeau israélien à la main. Une maigre opposition face à la vague ultra-orthodoxe. Ces gens-là veulent se débarrasser de tous les laïcs et que la ville ne soit peuplée que d'ultra-orthodoxes. Ils veulent nous chasser, mais on ne se laissera pas faire. La police repousse les manifestants jusqu'à Mea Sharim, le fief des ultra-orthodoxes. Un quartier totalement cachère, en plein centre de Jérusalem, où vivent retranchés 15 000 hommes en noir, comme on les appelle. Ici, ce sont les habitants qui édictent les lois, selon les principes les plus stricts de la religion. Tenue correcte exigée à l'entrée, pas de jupe ou de pantalon pour les femmes. Pas de télévision ou de journaux, jugés opposés à la foi. Et pas de voiture, le jour du Shabbat. Ils ont même imposé la non-mixité dans les bus, que l'on ne peut filmer qu'en caméra cachée, les hommes à l'avant, les femmes à l'arrière. Yoel Kraus est né à Mea Sharim. Il est la mémoire du quartier. Chez lui, des souvenirs de tous les combats menés par les ultra-orthodoxes, la marque de leur victoire contre le monde extérieur. Là, il y a un souvenir de notre combat pour les bus non mixtes dans notre quartier. Bien sûr, il reste des lignes non cachères qui passent par chez nous. La ville a voulu en rajouter, mais elle a dû en abandonner l'idée. De toute façon, ce n'est pas très important. Dans 2 ans, tous les laïcs auront quitté cette ville. Des ultra-orthodoxes en guerre contre les laïcs et qui sont de plus en plus nombreux à Jérusalem, près de la moitié de la population. Pourtant, en profitant des divisions entre les hommes en noir, c'est un non-religieux, Nir Barkat, qui a été élu maire l'année dernière. Depuis, ses ennemis lui mènent la vie dure. Ils lui reprochent l'ouverture du parking pendant Shabbat. Même lorsqu'il a rendez-vous avec des entrepreneurs, il y a toujours un barbu pour le rappeler à l'ordre. Monsieur le maire, voici un cadeau. C'est un livre sur tout ce qu'il faut faire pendant le Shabbat. Une semaine plus tôt, il a même reçu des pierres lors d'une visite à Mea Sharim. Le maire doit composer. C'est vrai qu'il y a une petite partie de la population, une minorité parmi les ultra-orthodoxes, avec qui on a un petit problème. Cette minorité se rebelle et participe à des violences, mais elle fait partie de la ville, on est obligé de les accepter. Le maire ne veut pas se fâcher avec les hommes en noir. Le prix à payer est lourd, certains d'entre eux ne se contentent pas de vouloir changer la ville. Mea Sharim, le jour anniversaire de l'indépendance d'Israël. Quelques centaines d'hommes en noir défilent, la frange la plus radicale. La plupart des ultra-orthodoxes s'accommodent de la vie en Israël. Eux rejettent, pour des raisons religieuses, l'existence même du pays. Une minorité, mais très active, et qui fait beaucoup de bruit. Provocation en fin de cortège et images choc. Les enfants brûlent des drapeaux israéliens. Puis ils en brandissent un autre, palestinien. Le nom de cette mouvance, Neturei Karta, littéralement les gardiens de la cité. Leur chef, le rabbin Hirsch. Il vit au cœur de Mea Sharim. Selon lui, l'État d'Israël est un blasphème. C'est écrit dans le Talmud, le livre sacré du judaïsme. Je vais vous montrer ce que dit le Talmud. Dieu a fait promettre aux Juifs de ne pas créer un État en allant à l'encontre des autres nations. Sinon, ils deviendraient des animaux, la proie des chasseurs. Ce texte prouve qu'en ayant créé l'État d'Israël,
le peuple juif se révolte contre Dieu. Dieu va donc détruire cet État. C'est ce que dit la prophétie, et nous pensons que ce sera très bientôt. Aujourd'hui, le rabbin Hirsch reçoit les dirigeants de Neturei Karta, des hommes qui refusent tout lien avec le pays. Aucun n'accepte la nationalité israélienne, ils possèdent des passeports étrangers, ils parlent yiddish, l'hébreu est proscrit, un symbole du sionisme selon eux. Leur objectif, vivre en minorité dans un futur État palestinien. Ici, nous vivons comme des prisonniers. Nous sommes obligés de subir l'existence de l'État. Nous refusons de profiter de l'argent de l'État. Nous ne touchons pas l'assurance maladie, nous n'allons pas dans leurs écoles, nous n'allons pas à l'armée et nous n'allons pas voter aux élections. En général, tant que l'on peut rester en dehors de l'État, nous le faisons. Et si nous restons à Jérusalem, c'est que nous étions ici bien avant la création de l'État, et nous y serons toujours bien après sa destruction. Les Neturei Karta seraient entre 1000 et 3000 à vivre en marge à Jérusalem, avec des ramifications aux États-Unis et en Europe. Peu nombreux, mais ils n'hésitent pas à se mettre en avant pour défendre leur cause. Leur but, vivre dans un État palestinien, coûte que coûte, quitte à fraterniser avec les pires ennemis d'Israël. Avec ce cadeau, nous vous manifestons notre gratitude pour la douceur et l'amour que vous exprimez envers les Juifs et l'humanité tout entière. En septembre 2007, plusieurs membres de Neturei Karta soutiennent publiquement le président iranien Ahmadinejad, quelques mois après qu'il ait déclaré vouloir rayer Israël de la carte. Ils rencontrent également Ismaël Haniyeh, Premier ministre du Hamas à Gaza. Ou encore Dieudonné, lorsqu'il est accusé d'antisémitisme en France, les membres de Neturei Karta font le voyage à Paris. Alors ceci n'est pas un sketch, hein, pas confondre. Au printemps dernier, sur l'affiche de campagne de l'humoriste pour les élections européennes, on retrouve un proche du mouvement. Un soutien sans faille à tous les antisionistes, quelles que soient leurs dérives, assumé par le rabbin Hirsch. Son père était ministre des Affaires juives du gouvernement Arafat en pleine intifada, tollé en Israël. À cause de son amitié avec Arafat, mon père a été attaqué au vitriol par des colons sionistes. Il a perdu son œil. Vous ne pensez pas que des leaders politiques comme Ahmadinejad ou les membres du Hamas profitent de vous pour prétendre qu'ils ne sont pas antisémites ? Ils ne sont pas antisémites. Ils détestent seulement les sionistes et ils ont de très bonnes raisons. Cela n'a rien à voir. Et ils ne nous utilisent pas puisque nous sommes d'accord avec eux. Des juifs, amis des pires ennemis d'Israël, un scandale dans le pays. Des partis de la gauche à la majorité des ultra-orthodoxes, tous condamnent cette alliance contre nature. Mais jusqu'à présent, les autorités laissent faire. Les militants de Neturei Karta peuvent poursuivre leur combat, persuadés d'être les garants de la foi authentique. Les Pasdaran jouent maintenant un rôle primordial dans l'économie. Tous les grands projets de construction nationaux sont entre leurs mains. Autre chose, les anciens Pasdaran qui intègrent l'administration gardent toujours leurs liens avec les gardiens de la Révolution. C'était il y a 3 semaines, le jour de l'anniversaire de la Révolution islamique, la fête nationale en Iran. Sur la place centrale de Téhéran, des dizaines de milliers de personnes chauffées à blanc. Leurs ennemis, Condi Rice en sorcière ou George Bush en nazi, leur message, vive la patrie, vive le régime. Une fête orchestrée par les Pasdaran, les gardiens de la révolution islamique, une institution dans le pays. Ce sont eux par centaines qui assurent la sécurité. Et pour l'ambiance, il y a les filles de leur mouvement de jeunesse. Nous sommes chargés de protéger le peuple. Nous sommes le soutien du peuple. Notre rôle, c'est de défendre l'islam et le Coran. Bienvenue dans le monde opaque des Pasdaran, l'armée religieuse iranienne. Ils tiennent tous les secteurs clés du pays, la défense, l'éducation ou encore la recherche nucléaire. Et leur influence s'étend. Pour la première fois, le président lui-même est issu des gardiens de la Révolution. Pourtant, les États-Unis menacent de les inscrire sur la liste des groupes terroristes, un coup porté au régime des mollahs. Ils disent que nous sommes des terroristes, mais c'est juste un prétexte pour bombarder l'Iran.
Les Pasdaran sont là pour défendre le pays, mais ils sont aussi une grande entreprise. Ils peuvent intervenir dans tous les domaines de la société. En Iran, il y a deux armées, la régulière et la religieuse, celle des Pasdaran. Elle a été créée au lendemain de la révolution islamique par l'ayatollah Khomeini. Elle regroupe 120 000 hommes qui n'obéissent qu'aux ordres directs du guide suprême. Leur rôle, assurer par la force la continuité du pouvoir, les gardiens de la révolution, garants de la ligne dure du régime. Le nucléaire, une obsession dans tous les discours et les chansons. Normal, c'est un programme sur lequel les Pasdaran travaillent directement. Mais pas question de nous montrer leurs activités. Les gardiens de la révolution préfèrent mettre en avant d'autres bombes, leurs jeunes. C'est l'une des missions principales de l'organisation, l'embrigadement dès l'enfance. Nous sommes au plus grand club de karaté des jeunesses Pasdaran à Téhéran. La fierté du maître des lieux, c'est 60 martyrs morts à la guerre contre l'Irak et les photos de ses plus beaux combats. Sa méthode d'enseignement, prier en combattant. Dans ce club, un millier d'élèves de tous âges. Le soir, les 18-20 ans s'entraînent en tenue militaire. La philosophie de leur professeur, il faut renforcer le corps mais aussi la ferveur religieuse. Au programme, prière, combat et encore prière. On crie les noms des imams Ali et Hussein pour nous donner de la force. Une méthode qu'il juge ultra efficace, lui-même à 70 ans, et de beau reste. Ces élèves, dit-il, deviendront comme lui des soldats d'élite. Notre objectif, c'est d'être au service de l'islam et de notre guide suprême qui doit dominer le monde. Tous ces jeunes sont prêts à tuer et à mourir en martyrs. Les Américains n'ont jamais rien pu faire contre nous, car nous servons le guide suprême et notre bombe, c'est notre jeunesse. Les Pasdaran ne se contentent pas d'enseigner l'islam et les arts martiaux à la jeunesse. On les retrouve à tous les niveaux du pouvoir. L'opposition iranienne se fait discrète. Les journaux indépendants ont été fermés. Il ne reste que quelques sites internet qui critiquent le régime. Abbas Abdi écrit de chez lui les rares articles contestataires d'Iran. Pour lui, les gardiens de la révolution sont les véritables maîtres du pays. Les Pasdaran jouent maintenant un rôle primordial dans l'économie. Tous les grands projets de construction nationaux sont entre leurs mains. Autre chose, les anciens Pasdaran qui intègrent l'administration gardent toujours leurs liens avec les gardiens de la révolution. Une armée, des mouvements de jeunesse et même des entrées dans l'administration et le business, les Pasdaran sont incontournables. Hossein Kanani est à la tête de l'une des plus importantes entreprises de construction iranienne. Il a bâti les plus grands ponts, les plus grandes routes, les plus grands buildings du pays. Regardez, ça c'est une photo de moi et Ahmadinejad. Sans surprise, ce bon ami du président est lui-même issu des Pasdaran. Il est fier de nous montrer ses photos souvenirs en treillis, à côté de l'imam Khomeini. Et s'il a quitté l'uniforme, il dit le porter toujours dans son cœur. Aujourd'hui, son entreprise prospère, le régime lui confie la plupart des grands marchés publics. Et il ne travaille pas seul, avec lui des sociétés étrangères, principalement occidentales, les sanctions internationales, il s'en moque. Si les Américains ne veulent pas travailler avec nous, on travaillera avec les Chinois. Sinon avec les Russes, ou sinon avec les Français. Par exemple, nous avons proposé à une société française de travailler sur ce projet. C'est un chantier à 150 millions de dollars. Le patron s'en défend, mais les États-Unis accusent les entreprises comme celle-ci, affiliées aux Pasdaran, de reverser une partie de leurs bénéfices à la cause islamiste, des millions de dollars pour le djihad international. Officiellement, les gardiens de la révolution nient intervenir à l'étranger, mais ils sont très fortement soupçonnés de fournir en hommes et en matériel plusieurs groupes terroristes, au Liban, en Irak ou encore dans les territoires palestiniens. Nous avons rencontré Sadighe Firouzzi,
elle-même ancienne combattante et membre des Pasdaran. Devant son fils concentré sur des jeux vidéo, elle avoue avoir été directement candidate à la guerre sainte. Il y a 2 ans, j'ai adhéré à une organisation de martyrs volontaires. Leur objectif est de mener des actions kamikazes en Israël, de porter une bombe et de se faire exploser. Nous pensons que lorsque des hommes sont tués ou opprimés, n'importe où dans le monde, nous devons intervenir. Elle ajoute que le projet a finalement été abandonné. Mais elle nous montre le formulaire d'inscription. En haut, le sigle des Pasdaran. Plus bas, une adresse où écrire si l'on souhaite mourir en martyr. De quoi donner des arguments aux États-Unis qui menacent d'inscrire l'organisation sur la liste des groupes terroristes. Chose étonnante, Sadigué Firouzzi veut nous présenter ensuite sa fille de 19 ans. On est loin des jeunes karatékas, candidats au djihad. Pega rêve plutôt d'une vie à l'occidentale. Tu aimerais devenir Pasdaran comme ta mère? Jamais. Jamais. Moi, si je devais me battre, je le ferais, mais pour la liberté de penser et de s'exprimer. C'est là la seule faiblesse des Pasdaran. De plus en plus d'Iraniens, notamment de la jeune génération, sont lassés par leur idéologie rigide et ses conséquences. La population souffre des sanctions internationales et de l'isolement du pays. Et les législatives dans 15 jours n'y changeront sans doute pas grand-chose. Ici, les élections sont strictement contrôlées par le régime, qui s'arrange pour que les ultra-conservateurs restent au pouvoir et que leurs soutiens les plus actifs, les Pasdaran, gardent la main mise sur l'Iran. Au détour d'une route, nous croisons 3 hommes à moto qui ont repéré notre caméra. Ils nous invitent à les accompagner en faisant le signe de ralliement des frères. Nous décidons de les suivre. Nous sommes dans les faubourgs du Caire, à 2 pas des pyramides millénaires. Quartier de Kerdassa, la police y mène une vaste opération pour reprendre le terrain tombé entre les mains des islamistes. Des dizaines de personnes ont été embarquées et les arrestations se poursuivent. Qui sont ces gens? Des frères. Des frères musulmans, l'organisation islamique radicale qui n'a jamais hésité à recourir à la violence pour s'imposer. La cible numéro 1 des forces de l'ordre. Monte, fils de pute! Mets-toi à côté de lui et ferme la fenêtre. Allez, on bouge. Allez les gars, je ne veux voir personne ici. La veille, policiers et islamistes se sont livrés bataille. Reculez, reculez! Les combats sont violents. Un général de la police sera abattu. Envoyez une ambulance en urgence. En 2 jours, la place est prise. La police avait été chassée d'ici le 14 août dernier, très violemment. Le commissariat a été attaqué et incendié. Les impacts de balles sont toujours visibles. Les policiers ont été massacrés, certains même décapités. Les coupables? Pour les autorités, il s'agit des frères musulmans alliés avec des terroristes qui auraient fait régner la terreur ici pendant des semaines. Je ne peux pas te dire qui a fait ça. J'ai peur de te le dire. Tout le monde se connaît ici. Et si je te le dis, ils viendront me flinguer direct. Dans tout le pays, la traque aux frères musulmans a été lancée après le coup d'État du 3 juillet dernier qui a chassé du pouvoir le président issu de la confrérie. Le premier président égyptien élu démocratiquement du pays a été renversé par les militaires. Le président Mohamed Morsi a été emmené dans un lieu tenu secret. Depuis, plus de 2000 frères ont été envoyés en prison, la quasi-totalité des leaders du mouvement, comme Mohamed Badi, son guide suprême, et son numéro 2, Kerat El-Shater, que l'on voit ici arrêté chez lui, au saut du lit. Va chercher mes chaussures à côté. Il reste très calme, mais sa femme explose. Pourquoi vous nous filmez? Pour nous montrer sur vos chaînes de télévision? Vous êtes content de votre lâcheté? Il faut dire que la police a obligeamment laissé diffuser ces images. Une façon d'humilier un peu plus encore les frères musulmans. La justice a ensuite interdit officiellement toute activité à la confrérie et ordonné la saisie de leurs biens. Mais c'est en août dernier que l'armée a porté le coup le plus sanglant à l'organisation. Cet été, des dizaines de milliers de supporters du président déchu ont occupé les rues du pays pendant plusieurs semaines, comme ici dans le quartier de Rabat au Caire, jusqu'à ce que la police et l'armée décident de donner l'assaut en tirant dans le tas. Des assiégés étaient armés et ont répliqué comme on le voit ici. Et si certains observateurs affirment que ce sont les islamistes qui ont tiré en premier,
une chose est sûre, plusieurs centaines de manifestants pro-Morsi ont été abattus ce jour-là. La communauté internationale a condamné unanimement le bain de sang. En Égypte, l'état d'urgence a été décrété dans tout le pays et le Caire est sous couvre-feu. Certains quartiers sont bouclés par l'armée, jour et nuit. Personne ne passe sans l'aval des militaires. Il faut une permission pour passer, c'est comme ça. Mais vous pouvez nous fouiller, contrôler nos papiers. Les militaires sont bien les nouveaux maîtres de l'Égypte et les frères musulmans se cachent ou se font très discrets. Nous avons réussi à retrouver l'un de leurs dirigeants, Gamal Sabek. Un tout petit chef. Tient-il à préciser, c'est plus prudent. Vous êtes prêt à être arrêté? Que Dieu nous l'épargne, mais je suis prêt. Vous savez, dès qu'on entre dans la confrérie, on est prêt à ça. On est habitué à être poursuivi par la sécurité d'État. Il nous emmène chez son frère, tombé sous les balles de la police à Rabat. Lui aussi était membre de la confrérie. C'est le martyr Mohamed Sabek. Il est mort à l'hôpital, 3 jours après avoir été blessé à Rabat. Je prie Dieu de le prendre dans sa miséricorde et de l'accepter en martyr. Et j'espère que je le retrouverai au paradis. C'est la femme du martyr. Et lui, c'est son fils Anas. Mon chéri. Mon mari était un frère musulman. Et les autorités ont fait pression pour que je signe un papier comme quoi mon mari s'était suicidé. Pour le moment, la famille n'ose pas porter plainte, par peur de représailles, nous dit-elle. Pour les mêmes raisons, Gamal a renoncé à ses activités de frère. J'ai changé mes habitudes parce qu'il y a une campagne médiatique qui diabolise les frères musulmans, les islamistes. Et donc aujourd'hui, il est plus prudent pour moi de m'éloigner de la rue et des gens pour échapper à tout ça. Pour combien de temps? La répression n'est pas près de s'arrêter. Les officiels hésitent à parler aux médias occidentaux. Nous nous rendons alors chez un général à la retraite, l'un des 5 hommes que l'armée autorise à parler, une sorte de porte-parole officieux. Il nous confirme cette reprise en main de la confrérie. C'est un groupe qui pratique la violence pour se maintenir au pouvoir. Ils ont l'illusion de pouvoir faire revenir Morsi, mais jamais ils n'y arriveront. Nous, on vise à les assiéger en quelque sorte, à les encadrer et à leur couper les griffes. On leur dit, on ne vous laisse pas nous griffer, on ne vous laisse pas commettre de violence dans le pays. On pourrait dire qu'on les encercle pour les affaiblir. Les frères sont paralysés aujourd'hui. Ils en sont réduits à lancer des appels à manifester sur Facebook. Des rassemblements qui se décident souvent au dernier moment. Au détour d'une route, nous croisons 3 hommes à moto qui ont repéré notre caméra. Ils nous invitent à les accompagner en faisant le signe de ralliement des frères. Nous décidons de les suivre. Ils nous emmènent à une manifestation contre le nouveau pouvoir. Sur place, nous sommes tout de suite dans l'ambiance. Moi, je suis des frères musulmans. Lui, non. Mais c'est mon ami. Notre guide improvisé se transforme en journaliste. Son objectif, prouver que les frères musulmans sont soutenus par une large partie de la population. Il choisit évidemment une femme non voilée. Excusez-moi madame, vous êtes des frères, vous? Non. Elle n'est pas des frères, mais c'est une égyptienne. Pourquoi vous descendez dans la rue aujourd'hui? Pour tous ceux qui ont été tués par les militaires. C'est oublier un peu vite les millions de manifestants qui ont défilé dans tout le pays le 30 juin dernier en réclamant le départ des frères qui étaient au pouvoir depuis 1 an seulement. C'était juste avant le coup de force des militaires. Que Dieu brûle leur cœur! Le nouveau maître du pays, le général Sissi, concentre toute leur haine. Soudain, une voiture est prise pour cible par les manifestants, illustration de la tension qui règne chez les islamistes. Dans la foule, 7 hommes. La victoire est proche, si Dieu le veut. Abdelrahman, un comptable de 23 ans, sympathisant des frères. Il nous livre sa version de l'incident. Il passait avec sa voiture et il voulait écraser les gens. C'était un sbire de l'ancien régime. Pour lui,
les militaires cherchent à détruire les frères. Il veut nous le démontrer. Le lendemain, il nous donne rendez-vous devant le siège des frères musulmans. Enfin, devant ce qu'il en reste. Il était là pendant l'attaque. Moi, j'étais là-bas, au bout de la rue, et je voyais tout ce qui se passait. Les voyous étaient là, devant le bâtiment. Ils avaient apporté des bonbonnes de gaz. Ensuite, ils les ont mis contre les portes et ils ont tiré dessus pour qu'elles explosent. C'étaient des voyous payés par le gouvernement pour venir brûler les locaux. Ils recevaient 35 000 livres chacun. En tout, la destruction leur a coûté 1 million de livres. Aucune preuve, mais tous les islamistes y croient. Il y a 2 ans, nous avions assisté à l'inauguration du siège en grande pompe, avec le guide du mouvement, aujourd'hui en prison. Les frères sortaient de la clandestinité pour la première fois depuis 60 ans. Et maintenant, le pouvoir veut de nouveau les renvoyer dans les oubliettes de l'histoire, en s'appuyant sur le rejet anti-frère qui règne dans le pays. Nous sommes dans les locaux de la télévision CBC. Voici la journaliste la plus détestée par les islamistes, Lamis El Hadidi, présentatrice vedette de l'émission d'actualité, Ici la capitale, le 2e show le plus regardé d'Égypte. Ils pensaient que j'étais la leader de la révolution. Ils pensaient que je demandais aux gens de descendre dans la rue. Mais j'ai seulement dit que Morsi faisait mal son travail. Vous l'aurez compris, Lamis est une journaliste engagée. On est allé dans la rue pour réclamer notre Égypte. Vous avez changé les règles de la démocratie. Oui, tout à fait. On commence avec l'éducation alors? Ok. Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous d'Ici la capitale. Vous vous souvenez de l'école qui a été occupée par les frères musulmans pendant 40 jours? Ils élevaient du bétail. Ils égorgeaient des moutons à l'intérieur. Les toilettes avaient été saccagées. L'école a été violée. Elle avait perdu son honneur. Mais demain, les étudiants vont y revenir. La ligne éditoriale est on ne peut plus claire, mais Lamis El Hadidi se défend de mener une campagne anti-frères. Je ne suis pas contre eux en tant que personne. Ils ont toujours été mes invités sur ce plateau. Je suis contre ce qu'ils croient, je suis contre ce qu'ils veulent faire, je suis contre le fait de manipuler des gens avec la religion, je suis contre le pouvoir religieux qui assiège ton cerveau. La peur de la charia, la loi islamique, c'est ce qui a effrayé une grande partie de l'Égypte. Mais aujourd'hui, tout le monde a peur de la violence, entre les attentats attribués à la confrérie et les vagues de répression de l'armée. Pour le moment, ce sont surtout les militaires qui manient le fusil. Le week-end dernier au Caire, au moins 45 partisans du président déchu ont été tués par les forces de l'ordre au cours d'une manifestation. De quoi radicaliser les frères musulmans et leur soutien. À la sortie de l'aéroport, voici les premières images de la capitale centrafricaine. Bienvenue à Bangui. Drôle d'accueil. Le pays, parmi les plus pauvres du monde, vit l'une des guerres les plus sanguinaires du continent de ces dernières années. L'année dernière, des centaines de civils chrétiens ont été tués par des milices de musulmans. Mais depuis le mois de septembre, c'est l'inverse. Ce sont des civils musulmans qui sont pris pour cible. Chaque semaine, de nouvelles victimes sont emmenées à la mosquée. Aujourd'hui, 4 hommes qui tentaient de fuir le pays. Ils ont été tués à coups de machette. Nous sommes à PK5, l'un des derniers quartiers musulmans de la ville. Des milliers d'habitants retranchés dans un tout petit périmètre, protégés tant bien que mal par les forces africaines et l'armée française. C'est une grenade ou quoi? C'est eux-mêmes qui ont attaqué là, présentement les mêmes. Chaque jour ici. Ceux qui les attaquent, ce sont les anti-Balaka, une redoutable milice chrétienne, accusée d'avoir massacré des milliers de civils musulmans depuis quelques semaines. Ils l'ont tiré vers ici? Oui. Un nettoyage ethnique, selon Amnesty International. À tout moment, ils peuvent nous attaquer. Matin, midi, soir, la nuit, on n'est pas en sécurité. Qui sont ces anti-Balaka? Sont-ils vraiment coupables des massacres? Nous avons voulu nous approcher au plus près de ces milices.
Nous nous rendons au nord-ouest de Bangui, 20 minutes de piste en voiture pour y accéder. Le village de Boing, juste derrière l'aéroport. C'est ici que sont regroupés plusieurs centaines d'anti-Balaka. À notre arrivée, leur chef Sébastien nous accueille et tient à nous rassurer. Ces hommes ne sont, selon lui, que des gardiens de la paix. Il y a un problème parce qu'il y a des gens qui nous appellent de voyous, ils appellent que les anti-Balaka ne sont pas... c'est des bandits, etc. Mais les anti-Balaka ne sont pas des bandits. Moi qui vous parle, par exemple, je suis ingénieur de génie civil. Notre rôle ici, c'est de protéger, la population civile. Mais ce que nous voulons pour l'heure, c'est quoi? Nous voulons qu'il y ait ce qu'on appelle une réconciliation nationale. Mais avant cette réconciliation, il faut privilégier ce qu'on appelle le dialogue. Privilégier le dialogue, mais bien armé et le regard dur. Ces hommes tiennent tous des machettes ou des fusils. Autour de leur cou, des gris-gris fournis par leurs marabouts. C'est ce qui les protège, disent-ils. D'ailleurs, c'est de là que vient leur surnom anti-Balaka, comme anti-balles AK-47, les Kalachnikov. Ils pensent être invincibles grâce à la magie. Je vous donne le médicament traditionnel dans le sang. Tu vois, quand je coupe le bras, ça fait rien. Tu vois? Ça fait rien. Ça blesse même pas, tu vois? La plupart de ces hommes viennent des campagnes centrafricaines et ont rejoint le groupe au début de la guerre. Beaucoup ont subi des pertes dans leur propre famille, tués par des milices de musulmans. Leurs ennemis, ils les appellent les Arabes. Parce que les Arabes, seul là, tuer ma mère, mon père, oh, c'est trop. C'est trop. Il faut les Arabes doivent quitter. Il faut les Arabes doivent quitter dans la Centrafrique. Ici c'est mon pays. Oui, tous les Arabes. Tous les Arabes, n'importe. Mais sinon, je dois me continuer, tuer même les Arabes, venger. Plus nous passons de temps avec eux, plus les anti-Balaka se lâchent. Leurs propos sont de plus en plus violents. Ils s'amusent même à nous montrer comment égorger un musulman devant notre caméra. Ils rient, nous pas du tout. Ici, semble-t-il, la vie ne vaut plus grand-chose. Le lendemain matin, nous les retrouvons. Une grande tension règne dans le camp. Les hommes sont agités, nerveux. Ils viennent d'apprendre une mauvaise nouvelle. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils accusent des musulmans d'avoir fait le coup. Ils ont tué même 3, nombre de 4 même. Il y a encore des cadavres qui sont là-bas derrière là. On va pas encore amener ça. Ils ont tué 4 enfants comme ça. Et on va faire la même chose. On va venger, ils vont les tuer aussi comme ça. Les gars. Mais on va régler ça. Personne ne peut nous empêcher. Personne ne peut nous défendre. Maintenant c'est nous. La meilleure défense c'est nous. Les anti-Balaka veulent récupérer un autre corps resté à l'hôpital. Ils se mettent en route, très remontés, bien décidés à se venger des musulmans. Ils traversent le tarmac de l'aéroport. Sur le chemin, un soldat français qui paraît bien seul et bien démuni. Bon, faites pas de bêtises là-bas. Non, pas de bêtises. Sinon on sera là. Non, pas de bêtises. Vous savez. Les anti-Balaka, armes en main, traversent un camp de réfugiés chrétiens monté dans l'aéroport. À l'arrivée, les médecins de l'hôpital gardent leurs portes fermées. Ils ne veulent pas livrer le corps pour ne pas envenimer la situation. Les miliciens rentrent chez eux bredouilles. Sur le chemin, un petit groupe se détache. Et les paroles violentes deviennent insoutenables. Moi là, à cause de moi là, je suis en colère. C'est un musulman, même si un bébé, bon, je ne peux pas dire, ça m'énerve. Tu vas pas tuer le bébé quand même? Moi je tue le bébé. Moi je tue le bébé. Mais un bébé de 2 ans par exemple? Moi je le tue. Mais 1 an, même si avec les femmes avec des grossesses, moi je le tue. De retour au village, plus aucune retenue chez les anti-Balaka. Certains nous montrent des photos de leurs victimes musulmanes. Un autre aborde le plus grand tabou de ce conflit, le cannibalisme. Si les musulmans ne partent pas dans le kilomètre 5, nous les anti, nous devons aller pour prendre tout le reste des musulmans là-bas pour manger. Parce que le musulman c'est bon pour manger.
parce qu'il avait beaucoup de têtes, donc il faut manger comme ça. Bon, après, bon, les gens peuvent... Le lendemain, ces mêmes hommes mangeront devant nous de la viande, en nous assurant qu'il s'agit de chair humaine. Impossible de savoir s'ils disent vrai, mais nous avons décidé de ne pas diffuser ces images. Trop dur. Dernier jour à Bangui, nous retournons voir une dernière fois les musulmans de PK5. Mohamed, que nous avions rencontré à notre arrivée, nous emmène en voiture dans son ancien quartier. J'ai l'impression d'avoir même l'arrêt cardiaque, hein. Ça fait tellement mal. C'est la première fois qu'il y retourne depuis 3 mois. Putain, merde. Ici vivaient en paix chrétiens et musulmans. C'était il y a très longtemps, du moins en apparence. Ils cassent les maisons et... je suis tellement déçu. Hein. Des gens avec qui on a grandi ensemble et on a passé toute notre vie ensemble. Voilà. Finalement. Wow. Nous quittons la Centrafrique avec le sentiment terrible que beaucoup de musulmans comme Mohamed vont encore mourir. Et que cette guerre est allée tellement loin dans l'horreur qu'il sera difficile, très difficile, d'y mettre fin.